Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. C'est notre deuxième rencontre. Clément Loranger est notre invité. La plupart vous le connaissez. C'est un ami avec qui nous avons fondé le Saint-Est-Ouest. Et donc, il se manifeste comme moi auprès de ce groupe qui vient nous entendre et qui, j'espère, nous lit. Et puis, j'espère, va nous regarder bientôt parce qu'on nous filme. Cela dit, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Clément il a fait sa carrière comme prof de philo au Cégep. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup écrit, mais je peux vous dire une chose, il a lu. C'est un homme d'une culture immense. Des livres, il connaît, il en a plein les murs de sa maison, et vous ne le prendrez jamais en défaut sur un point quelconque de la culture occidentale et surtout ancienne. Bon, cela dit, si vous n'êtes jamais allé chez lui, peut-être que vous ne savez pas qu'à part l'érudition et les livres, il y a une autre passion. C'est la peinture. Alors, quand on entre chez lui, il n'y a pas un petit coin de mur qui n'est pas placardé avec une œuvre, un dessin, une peinture, etc. Ce qui fait que moi j'ignorais cet aspect de sa personnalité. Pendant longtemps je le côtoyais. Je ne savais pas qu'il faisait de la peinture. Mais j'ai réalisé que c'était pour lui une passion. Alors je pense que comme toute personne bien constituée, il y a deux passions. La littérature ou la philosophie, l'érudition et la peinture. Avec deux passions, on est bien, on peut nourrir l'une avec l'autre et vice-versa, de sorte que quand l'une s'affaisse, l'autre nous remonte. Une chose est sûre, c'est qu'il a décidé pour ce soir de réfléchir sur ce que c'est que la peinture. Et donc d'unir les deux passions, la philo et puis la peinture. Alors, il a commencé par fabriquer un texte qui est dans le numéro 103 de la quinzaine. Il fait un bon 10 pages et puis il survole l'histoire de la peinture depuis les cavernes préhistoriques jusqu'aux peintres les plus récents. Moi, après avoir lu ça, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir ajouter mardi soir devant le groupe, mais apparemment, il y a des choses à dire encore. Alors, je vais lui laisser la parole. Et puis, je ne savais pas qu'il allait apporter des œuvres, mais il l'a fait. Donc, on va avoir probablement des explications très concrètes et puis des illustrations de ce qu'il peut avoir à nous raconter. Bon, alors, je lui cède la parole avec le micro et j'espère qu'on s'entend bien ce soir, tout le monde. Merci beaucoup, Yvon, pour ton aimable présentation. Bonsoir, chers amis. J'ai apporté des dessins comme ça et d'autres choses, mais ce n'est pas des œuvres, c'est pour vous illustrer ce dont je vais parler. C'est de copier des choses qu'on voit dans des vidéos ou bien dans des livres. Au lieu de projeter des images, je vais les faire moi-même. Et j'ai invité plusieurs personnes à vous montrer de leur toile, puis parfois d'en parler. Manon au début, Muriel plus tard et Alexis, mon fils, qui est peintre. Bon, alors je vais leur laisser de l'espace à un moment donné dans mon exposé. Alors vous avez reçu une feuille. Au début, il y a 4 questions. A, B, C, D. Et ensuite, une série de thèses 12, 1 jusqu'à 12. On va suivre ça, je vais suivre ça assez régulièrement. Je ne vais pas donner un cours de peinture, je ne vais pas faire une conférence sur l'histoire de l'art, je ne vais pas faire une conférence sur les techniques picturales. C'est pas mon domaine. Moi, je connais la peinture en amateur, puis en autodidacte, en regardant, visitant des musées, bon, souvent. Et je suis ami avec des peintres amateurs, des peintres professionnels. Puis je fais des cours aussi dans ce domaine-là. Non, mon propos, c'est d'exposer une réflexion philosophique sur l'attitude, l'intention, le comportement des peintres, des hommes, des femmes qui font de la peinture au moment de la création.
en commençant au début de l'humanité par les œuvres qui ont été faites sous forme de murales sur les parois des grottes préhistoriques. Ça, c'est un extrait. C'est un petit bout, là, un petit moment de l'art préhistorique. Pourquoi? C'est une réflexion philosophique sur le peindre, sur l'ensemble des activités picturales. Comme on dit, le parler de quelqu'un, l'ensemble de ses expressions, son intonation, son langage. Pourquoi faire une réflexion philosophique sur l'acte de peindre, l'activité picturale? Parce que c'est important pour comprendre l'être humain, pour nous comprendre nous-mêmes. Dès l'origine de l'humanité, je vais essayer de montrer ça, il y a activité artistique, il y a activité picturale. Alors c'est dans ce but-là de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'humanité que je fais mon exposé ce soir. En fait, quand le philosophe prend à peu près n'importe quel agir humain, n'importe quel prétexte, élément culturel pour faire une réflexion qui souvent va porter sur le sens de la vie, la signification de la culture. Souvent, ça va être comme ça. Ce que je dis sur l'acte créateur en peinture, en dessin, en sculpture, en gravure, s'applique en général aux autres formes d'expression, la danse, la musique, la chanson, l'opéra, le théâtre, le cinéma, la photographie. Vu que c'est tellement général, ce que je veux dire, ça s'applique à tous les domaines des arts, à tous les domaines. Fait que souvent, je vais caractériser l'être humain, son histoire, par l'acte de création. Là, vous pouvez penser à la poésie, vous pouvez penser au roman, vous pouvez penser à l'épopée, vous pouvez penser à toutes sortes de moyens d'expression, de danse, d'opéra, chorégraphie, etc. Ça s'applique en général. Alors, on va suivre la feuille en commençant par les 4 questions. Vous entendez bien? Oui. Oui. Alors, question A. Que se passe-t-il quand une personne peint? Alors, il s'agit de décrire et d'interpréter ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, son comportement dans l'environnement, son rapport avec la peinture, les matériaux, la nature ou non, ainsi de suite. Alors, il s'agit d'y aller de son intérieur, dans son intérieur, son intention, d'essayer d'analyser, d'interpréter ses attitudes, ses aspirations, et aussi ses gestes. Deuxième question B. Pourquoi l'homme préhistorique a-t-il commencé à peindre? Ça fait pas 40 000 ans que, en tout cas, les recherches actuelles, les découvertes, la dernière très importante, c'est la grotte Chauvet, dans le sud de la France. Elle n'a pas 40 000 ans. Les fresques n'ont pas 40 000 ans. Alors que Lascaux, dont je vais parler aussi, Lascaux, c'est beaucoup moins vieux. Et ça a commencé à un moment donné, la peinture, c'est sûr. Pourquoi? Alors ça, c'est une question importante. Du sens de la création, le pourquoi, et de l'importance dans la vie humaine. Troisième question, le peindre est-il une expression de soi? Et quatrième question, est-ce que la nature est le meilleur modèle de l'artiste? Alors vous avez au bout de chaque question un petit symbole. Ça correspond à des thèses, comme la question A, que se passe-t-il quand une personne peint? Ça correspond à la thèse 1, c'est pour ça qu'il y a un petit symbole égal à la fin de la thèse 1, à la fin de la thèse 2 aussi, et à la fin de la thèse 3 aussi. Et ça va plus bas, à la fin de la thèse numéro 10. Donc, les thèses correspondent au moins à une question, mais c'est pas séparé ça. Souvent, ça va se recouper, puis il va y avoir des répétitions. Donc, une thèse va pouvoir s'appliquer ou répondre à plusieurs questions. Mais il y a des petits symboles différents pour chaque question et on les retrouve au bout des thèses. Pas toutes,
il y a des thèses tellement générales ou d'un point de vue philosophique beaucoup plus vaste et ça ne correspond pas exactement aux 4 questions posées en haut. C'est ça, voyez-vous? S'il vous plaît. On va commencer tranquillement par l'examen de la première thèse. L'acte de peindre est d'abord une activité comportementale corporelle. On sait bien qu'un comportement, c'est un ensemble d'actions, un ensemble de gestes, de relations qu'on établit avec les autres et avec l'environnement. Le type de gestes présents dans l'acte de peindre sont des gestes libres. Ils ne sont pas imposés par les nécessités de la vie. Ils ne sont pas imposés par la satisfaction des besoins naturels. On va peindre des chevaux, par exemple, pas pour les attraper, pas pour les manger. On va s'en tenir souvent, premièrement, à leur beauté, à leur correspondance avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je compare l'activité artistique au niveau pictural, au niveau des arts plastiques, les gestes, ce que le corps fait, à de la danse. Tous les mouvements qu'on fait dans notre vie n'entraînent pas l'épanouissement ou la réalisation complète de nos capacités physiques. Seulement quand on danse, on atteint la réalisation complète de nos capacités corporelles, de nos capacités physiques. C'est l'ultime réalisation, c'est la libération de toutes les énergies. Et le corps, je dirais principalement dans la liberté de danser. C'est inutile, c'est pas nécessaire nous-mêmes, c'est pas vital, on ne mourra pas si on ne danse pas, on va mourir si on ne mange pas, par exemple. C'est quelque chose de libre et gratuit, et c'est la beauté et la sensation, l'émotion qui est vécue dans la danse qui est importante. C'est pareil pour la peinture. Le corps atteint son épanouissement dans sa relation avec l'extérieur. La transformation, l'utilisation de matière, les modifications, les marques qu'on laisse dans l'environnement. Au début, ça commence par des grottes, mais il y en avait eu aussi des petites sculptures, des statuettes d'ivoire, des statuettes fabriquées avec des ossements. Et c'est tout à fait parce que c'est beau, parce que ça correspond à un rêve ou parce que ça correspond à une image intérieure, une préoccupation, une émotion. Et là, le corps agit vraiment, il s'accomplit complètement dans sa relation avec le monde extérieur. Un peu comme dans l'activité sexuelle, c'est pas imposé, c'est pas uniquement pour la reproduction, c'est pour le plaisir, la beauté de le faire. Alors, ça se rapproche de la danse, à ce moment-là. C'est d'abord une activité physique, peindre, et c'est développer les potentialités de notre corps. Non seulement le sens de la vue est utilisé, mais aussi le toucher, l'odorat, c'est une relation avec la matière. La deuxième thèse, je la lis. Ça prend du temps avant d'avoir l'eau et loin pour nos visages. Y a-t-il quelqu'un qui l'a demandé? Oui. Non. C'est en route, là, ils vont venir le porter eux-mêmes. OK, merci. C'est dans mal. L'acte de peindre appartient à un système de relations. Un système de relations, un système de communication.
artistique, c'est mettre en relation beaucoup de choses. C'est établir des contacts, c'est établir des communications. Entre des images mentales, des souvenirs de rêve, d'autres impressions, là on est à l'intérieur du sujet, et beaucoup d'éléments qui sont à l'extérieur. Tout le corps entre en activité, comme on a vu précédemment. On manipule des peintures ou des pigments ou du bois calciné à l'origine, ou toutes sortes d'autres choses qui servent à dessiner, à graver, à peindre, toutes sortes d'instruments. Et on est en contact, en relation avec des frais, avec des murs, avec des matériaux, ça peut être, tantôt on va voir des toiles, on a une relation avec la matière, on transforme ça, puis on a une relation avec des surfaces, avec l'espace. Évidemment, on ne fait pas un dessin pour qu'il ne soit pas vu. Même si on ne veut pas le montrer à personne, il est visible tant qu'il n'est pas détruit. On ne fait pas une peinture pour la cacher. C'est quelque chose qui est un message. C'est un langage, c'est une communication, et peindre, c'est entrer en relation avec l'humanité, non seulement avec l'univers physique, mais avec l'humanité. Et si on montre une image comme ça à un petit bébé de 2 mois, il va la regarder très attentivement. Et si il y a un cheval véritable à côté et qui ne bouge pas du tout, le bébé, à 2-3 mois, va prenner plutôt à l'image. Il va y parler beaucoup plus que ce qu'on voit avec les yeux à l'extérieur. Si ça bouge, c'est pas pareil, c'est une autre dynamique. Même les chats vont regarder ce qui bouge. L'enfant aussi à ce moment-là. Mais si ça ne bouge pas, il va préférer l'image artificielle, qui est faite pour être vue par un enfant, par une personne, et par les personnes qui sont spontanées comme des enfants. Sinon, ça ne leur dit rien. Ça, c'est un point peut-être sur lequel je reviendrai. Avec un système de relation, un système de communication, on peut dire que l'artiste, quand il exécute, il pense peut-être pas à la réception de ce qu'il va faire, mais c'est possible qu'il y ait une certaine attente par rapport à la réaction des gens, au regard des gens. Il communique et il anticipe. Il communique avec les autres et peut-être avec les gens du futur ou de tous les milieux qu'il ne connaît pas. Ce qui est arrivé avec l'artiste qui a peint les chevaux de la grotte Chauvet, il communique avec nous encore, 40 000 ans après, ou 35 000 ans. On entre en relation avec quelque chose qui nous dépasse et on entre en relation avec les autres et même avec l'inconnu. Troisième thèse, peindre transforme le monde. Alors ça, quand on dit ça, les gens disent « comment ça ?» Simplement laisser des couleurs, des gravures ou des marques, des signatures quelque part, ça ne transforme pas grand-chose. En fait, c'est le couronnement de l'activité technique, de fabrication d'outils, de chasse et de pêche, d'aménagement du milieu, d'aménagement des grottes au début, des huttes, de construction. C'est l'ultime transformation, c'est celle qui donne le plus de signification. Une arme de chasse, avant d'être gravée, avant qu'on fasse une marque animale ou un symbole, ça peut être très bien un symbole abstrait dont on ne connaît pas la signification. Il existe des centaines et des centaines de symboles il y a 35-40 000 ans, des choses qu'on ne comprend pas. L'outil va beaucoup plus loin qu'une utilité, l'outil a une signification. L'outil fait entrer en contact avec la réalité intérieure et la réalité extérieure. La réalité intérieure, celle qu'on vit dans le rêve, qui pour les hommes primitifs est beaucoup plus importante que la pensée éveillée. Ce qui porte la conscience à son maximum, c'est l'activité de création artistique. Ça l'élargit à l'infini, la conscience. Un peu comme dans les rêves, on est conscient, on vit une expérience, on est conscient de